Vous savez, le corps humain, c'est pas une machine. À la question, oui, mais Christine, c'est valide à combien de pourcentage ce geste-là? C'est une fausse question. Parce que le pourcentage, ça fonctionne bien avec les sciences dures. Mais si moi, je vais voir le médecin et que je dis au médecin, j'ai mal au ventre, il ne va pas tout de suite savoir qu'est-ce que j'ai. Il va fonctionner par couche de validité. Il va me demander, qu'est-ce que vous avez mangé, madame, hier? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que si je pèse ici, est-ce que ça fait plus mal ici? Est-ce que c'est quoi l'intensité? Donc, je vais vous faire passer un test sanguin, un scan, une échographie. Couche de validité. L'humain est fait avec ça, et donc on ne pourra jamais avoir des pourcentages. Et savez-vous quoi? J'en suis extrêmement heureuse, parce que j'arriverai jamais à la fin des découvertes en analyse du comportement, parce qu'on n'arrivera jamais à 100%. Et le fait de ne pas arriver à 100%, c'est fantastique. Ça nous aide à réfléchir encore plus loin, à se questionner encore plus, à se réasseoir et se dire, qu'est-ce que ça veut dire que cette fois-ci, ce geste-là ne veut pas dire ça? On vient de découvrir une nouvelle information, peut-être une séquence gestuelle, peut-être que c'est l'environnement qui vient de rentrer en compte. C'est fantastique, c'est de l'analyse sans arrêt qui est purement novateur chaque fois. Alors on est bien heureux que ce ne soit pas du 100%. On est toujours à l'infini. J'espère être comme un chat, avoir plusieurs vies pour pouvoir voir ça souvent. La stratégie de questionnement. Je vous ai fait un petit schéma vraiment rapide, d'accord, pour que ce soit facile. Parce que moi, je suis une fille de terrain. Moi, j'aime ça quand les gens arrivent sur le terrain, quand vous allez sortir d'ici, que vous allez être capable de voir des choses, être capable d'analyser des gens, puis vraiment utiliser ce que j'ai dit. Je ne veux pas être ici pour rien. Je veux que ça rentre bien. C'est pour ça qu'il y a des vidéos, un peu toutes sortes de vidéos. Vous allez voir, il y a des photos, il y a toutes sortes de choses pour que ça s'imprègne. C'est une méthode pédagogique qui est vraiment très structurée pour imprégner l'information. Les étapes d'une analyse en direct. En fait, vous voyez le drapeau qui lève, n'oubliez pas. Parce que je ne suis pas toujours en train d'analyser, hein? J'ai encore des amis, là. Je ne suis pas en train encore d'analyser tout le monde comme ça. Donc, il faut attendre que le drapeau lève. Il se passe quelque chose devant nous. Ou on se pose une question et donc on scanne un peu pour vérifier ce qui se passe, d'accord? Mais en principe, on attend le drapeau qui lève. Ensuite, on interprète le geste, l'émotion, la réaction, l'attitude, le comportement culturel, etc. Donc là, on analyse, on interprète. Ensuite, on vérifie nos propres biais. Est-ce que moi, là, je manque d'empathie aujourd'hui? Est-ce que mon niveau d'empathie est très bas? Est-ce que j'ai un effet Pygmalion, Othello, le biais d'expertise, etc.? Donc, quel est mon biais? Est-ce que j'ai un biais présentement pendant que j'analyse la personne? Ou je suis dans un état parfait pour analyser et recevoir de la nouvelle information? Est-ce que l'environnement joue dans le geste ou l'attitude qui vient d'arriver? Et ça, c'est très important. L'environnement, c'est la règle de toute l'analyse. Parce que dans le fond, on bouge à cause de l'environnement. Moi, présentement, je ne peux pas bouger comme aller jusque là-bas et revenir. Mon environnement, il est ici, je dois respecter mon environnement. Vous êtes tous assis, vous ne pouvez pas bouger autre que changer les positions sur la chaise. D'ailleurs, il y a 9 positions sur la chaise. Changer les mains, etc. Il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire parce que vous êtes restreint dans votre... Donc, l'analyse doit tenir compte de ça également. Ensuite, on regarde les autres indicateurs. Parce qu'un seul geste ne sera jamais valide tant qu'il n'est pas validé par ses pairs, c'est-à-dire les autres gestes. Alors moi, je vous donne un exemple. Disons que je fais un petit geste de rejet, d'accord? Je vous en apprends un tout de suite, on va les voir tout à l'heure. Je vous fais un petit geste de rejet. Vous me dites, Christine, j'ai besoin de ton dossier demain matin 9h, et bang, je viens de faire un petit geste de rejet avec mon épaule. Mon épaule vient avec l'ego. Je veux pas ça, je retourne à l'expéditeur ce que j'aime pas. D'accord? Donc, je vais faire un petit mouvement ici avec un visage assez stoïque et un peu même négatif. Parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je ne peux pas demain à 9h vous remettre mon document. Donc, mon corps vient tout de suite rejeter ce qui vient de se passer parce que je sais que je ne peux pas. Maintenant, attention, ce geste-là, s'il est accompagné d'éléments positifs, ça devient un geste de séduction. Ce serait chacun de se tromper, d'accord? Alors, vérifiez toujours les autres indicateurs pour bien comprendre ce qui se passe. Maintenant, attention, il existe des gestes pathognomoniques. Un geste pathognomonique,
c'est qu'il est fort en lui-même. Il est tellement fort qu'il n'a pas besoin d'être associé à d'autres items. Exemple, les microdémangeaisons. Donc, on va voir d'autres indicateurs. Et ensuite, pour venir valider tout ce que je viens de voir, je vais poser une question. Et là, je vais être sûre de venir valider ou invalider l'information que je viens d'analyser. Voyez-vous que c'est très structuré, c'est très terre à terre et c'est très solide ici. Et savez-vous quoi? Notre ego, là, on met ça de côté quand on analyse quelqu'un. Le but, c'est pas d'avoir raison dès le départ, hein? Au point 1 en haut avec le drapeau. Le but, c'est d'avoir la bonne réponse au point où est-ce que c'est marqué questionnement. C'est là qu'on veut notre réponse. C'est pas avoir raison au départ. Ça fonctionne pas. On voit un geste, et là, faites attention, d'accord? Quand on voit un geste, on est assez heureux de le voir, OK? Et puis là, on vient un peu comme énervé, on se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Je m'en souviens plus, qu'est-ce qu'ils m'ont dit là-dessus et tout. Et là, on veut questionner tout de suite, attendez. Un excellent analyste profilaire ne démontre jamais qu'il a vu quelque chose. Pourquoi? Ben parce que ça brise la communication, ça brise la vision de la motivation de l'autre et on veut le voir bouger dans son environnement pour avoir encore plus d'informations. Donc, on reste tranquille et on revient un petit peu plus tard avec une question. Vous me poserez un petit peu plus tard la question, Christine, est-ce que c'est correct demain matin 9h? Parce que, bon, je sais que le délai est un peu court. Jamais vous allez dire, ah ah, je viens de voir un petit geste de rejet. Donc, vous n'acceptez pas demain matin 9h. C'est clair que la communication vient de se briser, d'accord? On n'en parle pas. C'est étrange, hein? Mais mes collègues vont certainement approuver ça. C'est comme un métier caché. En fait, c'est comme si on ne peut pas trop en parler qu'on voit des choses, parce que ça brise la communication. Alors, il faut vraiment faire très attention. Donc, l'ego, on met ça de côté. Effectivement, on a parlé de codage tout à l'heure, et là, on les voit. En synergologie, ce qui est fantastique, c'est que tous les gestes sont codés. Alors, si je vous fais ce geste-là, c'est une GMC 56HT. Si je sors la langue en plein centre, c'est une R0BL0. Tous les gestes sont codés. Et même qu'ils commencent à être codés en 3 dimensions. Et ça, c'est fascinant, parce qu'ils sont répertoriés dans une banque de vidéos où on accumule le plus de vidéos pour un seul geste pour venir valider son interprétation ou comprendre quelles seraient les règles de lecture pour ce geste-là. Donc, la recherche se fait à partir de là. Si vous me dites un jour, Christine, je pense que quand quelqu'un part derrière sur sa chaise en SC10, disons, avec le code, je crois qu'à chaque fois, il va se gratter sur la joue. Je dis n'importe quoi. Bien, peut-être que vous venez de découvrir une séquence gestuelle. Qu'est-ce qu'on va faire? On s'en va dans la banque vidéo. On va voir les 100 vidéos qui démontrent quelqu'un qui se retire sur l'arrière et on va vérifier combien de fois quelqu'un va se gratter sur la joue. On commence à avoir des statistiques avec ça. Donc, on commence à voir des choses. Donc, l'introduction à l'analyse du comportement, je vous donne... en fait, j'ai utilisé une seule photo, d'accord, pour vous introduire l'analyse du comportement. On va regarder la photo ensemble et on va comprendre un peu qu'est-ce qu'elle nous dit, même si l'homme ne bouge pas, d'accord? Bon, nous, dans notre vie, on n'analyse pas des photos, on analyse du mouvement. Alors, c'est sûr que là, c'est une photo, mais c'est pas grave. Allons-y. Premièrement, il est assis en SC6. Statut sur la chaise, position 6. Il y a 9 positions sur la chaise. Vous me donnez de l'information. Donc, il est assis en SC6, en fuite dans la communication. Donc, il est vraiment là, à l'extérieur de la communication. Il choisit d'être là. Il utilise sa main gauche. On va en parler un petit peu plus tard également de la main gauche, de la main droite. Il a décidé d'utiliser sa main gauche à ce moment-là, donc de la lever dans les airs, d'accord? Il aurait pu la laisser sur son appui-bras. Il a décidé de la mettre en action. Le côté gauche est un côté beaucoup plus émotionnel, par la latéralité des cerveaux, etc. On rentrera un petit peu plus là-dedans tout à l'heure. Donc ici, on sait que ça ne touche pas vraiment le sujet. Sa main, elle est en... La pronation, qu'est-ce que c'est? C'est l'axe du poignet qui démontre une certaine... L'autre et moi. Donc ça, c'est important à savoir ici. Donc l'homme est parti derrière en analyse, pas en analyse, mais en fuite. Il est touché par l'événement, il forme une barrière et sa main, il aurait pu la mettre n'importe où, il a décidé de la mettre devant sa bouche, interdisant la bouche de parler.
Il aurait pu la mettre n'importe où, c'est là qu'il l'a mis. Maintenant, il y a 27 axes de tête, il a un axe rotatif droit de vigilance et un axe latéral extérieur gauche qui nous dit de la dissociation. On n'est pas surpris, tout s'en va dans le même sens ici. Maintenant, j'arrête à l'émotion parce qu'il y a d'autres passer la journée. Au niveau des émotions, il me donne 3 informations. Je ne veux pas avoir le nom de l'émotion. C'est pas ce que je veux avoir. Je veux avoir l'état corporel qui m'indique quel type d'émotion il a. Parce que moi, je ne suis pas psychologue. Je ne vais pas plaquer une émotion. Je vais expliquer comment le corps ressent ce qui vient de se passer. Il a un corps hypertonique. C'est quoi l'hypertonicité? C'est lorsque les muscles sont engagés. Corps hypertonique, donc émotion hypertonique négative, gardée pour lui. Donc, voyez-vous, l'homme n'a pas bougé encore. Bouger, c'est du bonus. Donc, ces informations-là m'indiquent comment ça se passe dans ma relation. Et ça, c'est important. Alors, qu'est-ce que c'est la communication relationnelle? Premièrement, c'est d'avoir une approche engageante avec les apprenants, entre l'enseignant et un autre enseignant, dans des comités, durant une recherche. Une communication engageante veut dire que je suis ouverte à recevoir de la nouvelle information. C'est ça, être engageant. C'est d'engager une communication dans le win-win qu'on appelle, parce qu'on a plein de stratégies également. Alors, il faut faire attention, être apte à déceler le go et le no-go dans la communication. On va parler de ça tout à l'heure. Savoir bien questionner, comprendre la signification des gestes, des attitudes, des réactions, des émotions et faire des liens entre l'attitude et la réponse de l'autre et son ton de voix également. Donc, il y a plusieurs éléments à aller chercher. Je parle souvent de risques émergents dans mes formations. D'ailleurs, je suis engagée souvent dans des entreprises, dans des organisations, dans des réunions très spéciales, c'est-à-dire dans des réunions spéciales où je m'assois en tant qu'observatrice émetteur silencieuse, j'analyse la réunion, chacune des personnes, et j'analyse les risques émergents relationnels et du projet qui va sortir. J'émets un rapport, je donne le rapport et donc la personne peut déjà travailler sur des risques émergents qui pourraient arriver dans ce projet-là et ça, c'est hyper important. Donc, un risque émergent, c'est une situation qui commence à se complexifier tranquillement sous nos yeux et qu'on n'avait pas pensé auparavant. C'est ça un risque émergent. Alors, il faut le voir, le risque émergent, avant qu'il explose. C'est ce qui fait qu'on regarde l'autre. D'ailleurs, si on osait dire à des gens qui sont aveugles, on ne voit pas beaucoup de choses devant nous. On regarde les gens, mais on ne voit pas beaucoup de choses. Je ne suis pas certaine qu'ils seraient fiers de nous. Hein. Ils nous diraient, hey, vous avez 2 yeux pour voir, regarder, observer, profitez-en. Alors, le fait de regarder l'autre sans le voir nous indique qu'on est dans notre tête seulement et qu'on est en monologue et non pas en dialogue avec l'autre. Même si l'autre répond, vous êtes déjà dans votre structure de réponse, vous revenez dans votre tête, vous êtes en stratégie, vous donnez votre information, vous attendez la nouvelle matière, c'est qu'un jeu de mots. Il n'y a pas de relation qui est établie ici. Alors, être capable de déceler des risques émergents relationnels, c'est d'être capable de gérer les prochains groupes qui vont arriver dans les classes, les prochains projets qui vont arriver, d'être capable de gérer tout ça parce qu'on va avoir eu l'expérience déjà, on va avoir analysé des risques émergents, on va savoir que ces risques-là peuvent arriver prochainement ou dans d'autres situations et on va déjà être formé pour bien les recevoir et bien les traiter. Ce ne sera plus des risques émergents puisqu'on va pouvoir les déceler. C'est à ça que ça sert. 3 niveaux d'échange que tout le monde connaît de Méribien, Albert Méribien. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ça. Méribien est obligé de revenir pour se réexpliquer également avec les pourcentages ici qui sont donnés au niveau de la communication. Qu'est-ce que c'est selon vous? Est-ce que vous le savez? Quelle est l'importance des mots dans la communication en pourcentage? 7 hein? Oui, 5 à 7 Très bien, excellent. 7 des mots, 38 le ton et l'intonation de la voix et 55 du non-verbal.
Moi, la première fois que j'ai vu ces chiffres-là de Méribien, je me suis dit, mais voyons donc, on parle pour rien dire toute la journée, 7 c'est vraiment trop bas comme pourcentage. Méribien nous a bien expliqué que finalement, faisons attention, c'est lorsque l'émotion elle est tellement forte, je donne un exemple, d'accord, je ne rentre pas dans tout ce processus-là, mais c'est que l'émotion était tellement forte que les pourcentages s'en vont là-dedans ici. Parce que si on est en train de se texter, ces pourcentages-là, ça ne fonctionne plus. Si je suis en Zoom ou en Teams avec vous, ce n'est plus les mêmes pourcentages. Si je suis au téléphone avec vous, les pourcentages ne sont plus bons. Mais on ne va pas jeter ça à la poubelle parce que les pourcentages ne sont pas partout. C'est un protocole fermé, certes, mais c'est encore très bon. Jamais je vais mettre à la poubelle une recherche qui a été faite par un chercheur. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé de l'information importante et on doit bâtir par-dessus. Et non pas détruire pour passer à autre chose. Au contraire, ça sert toujours des recherches. Alors, il n'y a pas une bataille d'ego dans la recherche, il y a aidons-nous à avancer de plus en plus loin. Alors, moi, je vais prendre ces pourcentages-là et je vais les utiliser d'une autre façon. Comment bien communiquer? Regardez bien ça. Disons que j'utilise que 7% des mots dans ma communication. Donc, j'ai une voix monotone, monocorde, donc toujours du même tempo, du même rythme, avec la même tonalité. Et que je ne bouge pas du tout pendant que je vous parle. Donc, j'utilise que les 7% des mots. Bien, ça donne ça ici. Je vais vous parler pendant 2 heures de temps. Vous allez vraiment adorer ma présentation. On va voir les 9 positions sur la chaise. Savez-vous qu'il y avait 9 positions sur la chaise? Ça va vraiment être intéressant de voir tout ça. Voyez-vous, vous étiez déjà en déficit d'attention. Puis clignement de paupières, en train de regarder ailleurs, en train de parler dans votre tête, qu'est-ce qu'elle dit là, elle parle trop vite, etc. Vous étiez déjà plus là. 7% d'importance des mots. Donc, imaginez être devant le lutrin ici, de tenir le lutrin et de lire un texte. C'est très difficile pour les gens assis dans la salle d'écouter. Tout à l'heure, on a eu des allocutions extraordinaires de gens qui parlent devant le public d'une façon extraordinaire. Donc, ils étaient avec vous pendant qu'ils parlaient. On voyait qu'il y avait une relation. Ils avaient le goût de donner. Ils n'étaient pas dans la lecture seuls dans leur tête. C'est ce qui fait toute la différence, d'accord? Disons que j'ajoute maintenant qu'on en a 7%, j'ajoute 38% d'informations. Donc, j'ai mes mots et je vais utiliser le ton de voix, mais je ne bouge toujours pas. Je vais dire la même chose. Regardez bien. Wow! La formation aujourd'hui? Oh my God! Incroyable! Saviez-vous qu'il y en a aussi sur la chaise? C'est intéressant, n'est-ce pas? Voyez-vous que là, parce que je fais une petite modulation dans la voix, il y a beaucoup plus d'intérêt ici. On va chercher un peu plus d'informations. Mais si je ne bouge pas pendant que je parle, je suis inintéressante visuellement. Ça veut dire que vous pouvez regarder ailleurs pendant que je parle parce que j'ai décidé de garder pour moi 55% de ma communication, ce qui est énorme. Alors, ne soyez pas offusqués si quelqu'un fait autre chose pendant que vous parlez, peut-être que vous n'utilisez pas votre espace. Et c'est important d'utiliser son espace. Si on veut avoir de l'air confiant, si on veut donner ce qu'on a, si ça vient du cœur, si on aime ce qu'on fait, le corps, il devrait bouger. Hein? C'est pas 2 choses différentes, la tête et le corps. Alors, utilisez votre espace à vous, c'est important et c'est une bonne communication. Des entrevues d'embauche, là, ne soyez pas statique. Vivez votre entrevue d'embauche et démontrez que vous avez le goût d'être là et que vous avez le goût de travailler là. Et soyez vraiment dans votre corps. Ça donne de l'énergie à l'un et l'autre. D'accord? L'énergie, ça se transmet et ça, c'est important. D'ailleurs, je vous parle d'être, dans le fond, quand on ne bouge pas, on est inintéressant visuellement. Mais pourquoi on ne bouge pas? C'est la question qu'on se pose. Hein? On ne bouge pas parce qu'on est en surcharge cognitive, souvent. C'est quoi la surcharge cognitive ou la charge mentale? Bien, d'ailleurs, la surcharge cognitive plus la charge mentale fait en sorte qu'on cligne beaucoup des yeux, tandis que seulement que la charge cognitive, souvent, on arrête de cligner des paupières. Qu'est-ce qui se passe quand on a une charge mentale et qu'on est trop, je m'excuse de l'anglicisme, loadé dans notre tête, c'est trop compacté dans notre tête? En fait, on arrête souvent, pas toujours, de cligner des paupières ou on cligne beaucoup moins des paupières. Pourquoi? Parce qu'on est en stratégie dans notre tête, parce qu'on a un stress.
Hein? Peut-être qu'on est en train de travailler une stratégie de réponse. Peut-être qu'on est peut-être en train de mentir ou d'avoir du non-dit. Il y a une raison pour laquelle la personne cesse de bouger soudainement. Évidemment, si vous avez fait vos liens communs au départ, hein, tout ce qui touche le baseline est vraiment analyser la personne au début de la rencontre pour le voir dans un état de stress et ensuite faire des bons liens communs et le voir vraiment détendu. Vous allez pouvoir le voir pendant une entrevue à quel moment le stress monte parce que vous aurez fait déjà l'intervention entre les deux. Donc, lorsque notre tête est libre de penser, notre corps est libre de bouger. Et on travaille en polyrythme. Polyrythme, j'aurais pu expliquer en plusieurs rythmes, dans des gestes différents. J'utilise le mot polyrythme. Ça veut dire que je peux me gratter la tête pendant que je tourne ici avec la main droite et que je tape du pied sans aucun problème parce que je ne suis pas en contrôle. Tandis que quand je suis en contrôle parce que j'ai une stratégie derrière, où il se passe quelque chose, j'ai un stress ou j'ai un blocage, ben ma tête n'est pas libre de penser, donc mon corps n'est pas libre de bouger. Je vous donne des exemples, d'accord? Donc, je commence avec les deux premières vidéos. Charles de Gaulle, 1950, vidéo en noir et blanc. La vidéo est découpée en deux segments. Vous me dites dans quel des deux segments Charles de Gaulle est beaucoup plus à l'aise dans son discours et plus à l'aise de dire ce qu'il a à dire. Allons-y. Je vous passe les deux en premier et vous faites votre choix ensuite. Allons voir la deuxième. Qu'est-ce que vous en pensez? La 1 ou la 2, qu'il était beaucoup plus libre de parler? La 2, hein? Tout à fait, absolument, c'est la 2. On le voit bien, on l'entend bien, c'est très clair. Ça ne veut pas dire qu'il ment dans la première, ça veut dire qu'il structure sa pensée. Ça veut dire qu'il n'est pas spontané, mais bien encadré. C'est ce que ça veut dire. La seule question que vous avez à vous poser, est-ce que c'est un bon moment pour être encadré ou ça aurait été un bon moment pour être spontané?